Ludovic Vigogne, bonjour. Bonjour Christophe. Et bienvenue. Vous êtes journaliste à l'Opinion, un quotidien qui fête ses 10 ans. Donc Tout on à souhaite fait. bon anniversaire à l'Opinion. Et vous êtes auteur de Les 100 jours chez Bouquin Document. Les 100 jours SANS, bien sûr, ça résonne avec les 100 jours que Macron a décrétés pour essayer de redresser son quinquennat d'ici la mi-juillet. C'est le livre qu'il faut lire en ce moment pour comprendre cette année ratée d'Emmanuel Macron et voir où sont les ressorts faussés qui pourraient donner des rebondissements pour la suite du quinquennat. Première question, ce ratage des premiers jours, des premières semaines du quinquennat entre son élection et l'été, pour vous, c'est essentiellement un problème psychologique, politique ou géopolitique, parce que l'Ukraine notamment a dévoré la tête du président? C'est d'abord un problème psychologique, je dirais. Emmanuel Macron entre à la fois dans l'histoire en se faisant réélire et il traverse en même temps un passage à vide dès le lendemain de sa réélection. C'est quoi? C'est le vertige de n'avoir pas assez préparé ou de se dire, voilà, c'est fait, mais je peux pas me représenter? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, il n'a pas préparé. Pendant tout son premier quinquennat, il a eu chaque jour à l'esprit sa réélection, c'était son obsession. En revanche, à ce qu'il ferait une fois celle-ci obtenue, il n'a pas du tout pensé, il n'a pas du tout C'est une faute songé. professionnelle. C'est une vraie erreur. Et d'ailleurs, je rapporte un sentiment de Nicolas Sarkozy qui est complètement estomaqué quand il se rendra compte, effectivement, Emmanuel Macron n'a rien préparé pour son deuxième mandat. Et puis ensuite, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a un peu de fatigue. Ça a été un hyper président pendant 5 ans en première ligne et c'est sûr qu'il en paye à un moment donné le prix. Il a un peu moins d'énergie, constatent ses ministres. Il y a aussi une petite lassitude, je dirais, dans ces premières semaines-là. Il est confronté à des exercices qu'il a déjà menés, un remaniement, la nomination d'un nouveau Premier ministre. C'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus, c'est pas ce qui le passionne le plus. Vous le dites, ça l'emmerde un peu ce truc. Oui. C'est un clin d'œil à un de vos livres précédents. Effectivement. Ça m'emmerde ce truc, avait dit Sarkozy avant son débat avec Hollande en 2012. C'était le titre d'un de vos livres avec Éric Mandonnet. Pourquoi ça l'emmerde? On sait qu'il n'est pas bon dans les ressources humaines, mais quand même, choisir un Premier ministre, c'est un acte majeur. Oui, mais le système est tellement centralisé qu'au fond, quel que soit le titulaire de Matignon, ça n'a pas tant d'importance que cela. Je raconte qu'au départ, j'imagine qu'on y reviendra, il songe à nommer une élue de terrain de droite, Catherine Vautrin. Qui dirige la métropole de Reims. Tout à fait. C'est finalement une techno de gauche, Elisabeth Borne, qui est nommée. Et au fond, est-ce que tout cela a tant d'importance puisque le système est autant centralisé que cela? C'est une vraie question qu'on peut se poser. On voit un président céder aux pressions qui lui disent, c'est de Richard Ferrand, Clément Beaune, François Bayrou notamment, non pas Vautrin. Pourquoi un président réélu qui est sur les sommets est aussi faible? C'est tout à fait surprenant, effectivement. Pendant 4 jours, il a nommé Catherine Vautrin, on peut dire les choses ainsi. Ils se sont vus 2 fois après sa réélection et la deuxième fois, Emmanuel Macron lui dit qu'il a fait son choix, que ce serait elle, que ce serait Catherine Vautrin. Et puis finalement, après effectivement 4 jours de tempête en Macronie, tout à fait, c'est vraiment le premier cercle qui se rebelle. C'est tout à fait spectaculaire. Ce sont les principaux lieutenants. Richard Ferrand, vous le disiez, François Bayrou, l'aile gauche qui était là au départ, un conseiller de l'ombre qui s'appelle Philippe Grandjean, notamment aussi, qui est en première ligne contre la nomination de la présidente du Grand Reims. Et effectivement, au final, Emmanuel Macron cède de manière assez surprenante. Mais on verra par la suite qu'il cédera à nouveau. On l'a vu cet automne. Le report de la loi sur les retraites. Exactement. La méthode. Il lui préfère un amendement dans le PLFSS. Il choisit de donner quitus à Elisabeth Borne et de se rallier à son idée d'un projet de loi autonome. Et on voit que voilà, c'est quelqu'un qui parfois cède. Et pourtant, on vous dit qu'il a une garde rapprochée, Thierry Solère, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, qui ne le protègent pas de ces influences-là? Alors ça, c'est pendant la campagne présidentielle essentiellement que ces 3-là sont devenus indispensables à Emmanuel Macron. C'est vraiment ceux qui les chargent de mener différentes offensives, d'approcher certaines personnalités. Après, dans un deuxième temps, une fois au pouvoir, c'est un peu différent. D'abord, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle de ministre et défend aussi ses intérêts et dans sa ligne. Et puis, je dirais que le système élyséen reprend un peu plus ses droits. Darmanin, Lecornu, Solère, c'était le système un peu politique qui était efficace durant une campagne présidentielle. Une fois réélu, c'est plutôt tout le système autour d'Alexis Collère qui reprend ses droits. Homme clé, Alexis Collère, vous lui consacrez de nombreuses pages. Il reste, il doit partir, il reste quand même. C'est le père Joseph, l'âme damnée du président. Est-ce que c'est pas lui le vrai président? Non, moi je pense pas qu'on puisse dire ça. C'est quand même toujours à la fin Emmanuel Macron
Macron qui prend les décisions, mais c'est vrai qu'il a une influence considérable. Il fait partie des secrétaires généraux depuis le début de la Ve République qui ont eu le plus de poids. Emmanuel Macron et lui, et Alexis Collère, forment un duo extrêmement complémentaire. Depuis 10 ans bientôt. Depuis 10 ans, Alexis Collère est indispensable à Emmanuel Macron. C'est vraiment quelqu'un sur qui il s'appuie pour prendre toutes ses décisions. Tout le système remonte à ce duo-là. Alexis Collère supervise toutes les notes, est présent à quasiment chaque réunion. Il est vraiment indispensable. Et c'est vrai que au lendemain de sa réélection, Emmanuel Macron songe à se séparer de lui, comme il avait déjà réfléchi à se séparer de lui au lendemain du premier confinement en 2020, quand il réfléchissait à se séparer d'Édouard Philippe, exactement. Et finalement, il choisit à nouveau de le garder parce qu'il sait très bien que c'est pour lui un pilier indispensable dans son hyper-présidence. Quel est le rôle de Brigitte Macron? Vous évoquez, page 111, la proximité avec un petit cercle. Vous dites qu'elle veut se mêler plus du second que du premier quinquennat, mais on ne le sent pas depuis un an. Ah, on l'a quand même vu davantage. Mais pour les pièces jaunes non, pas seulement. C'est une vraie action politique. On l'a vu quand même un peu plus présente, notamment cet automne. On l'a vu accorder plus d'interviews, intervenir sur différents sujets. Elle a elle-même ses propres chantiers qu'elle veut mener à bien, comme le harcèlement, la lutte contre le harcèlement, etc., ou son combat en faveur de la lecture. Mais donc, elle est quand même présent, elle a toujours été présente de toute façon. Elle fait entendre une autre voix à Emmanuel Macron, alors que celui-ci entend plutôt celle des technos autour d'Alexis Collère. Et elle sait très bien ce qui attend son mari. C'est-à-dire un deuxième mandat, c'est terrible. On est de plus en plus abandonné, et ce l'est, parce qu'on incarne le passé plutôt que l'avenir. Vous vous rappelez que Mitterrand, en 88, se fait aussi envoyer sur les roses, si j'ose dire, par le PS. Exactement. Et donc, elle sait très bien ce qui attend son époux, que les mois qui viennent, les années qui viennent vont être extrêmement durs. Et donc, elle va essayer de contrebalancer cela en étant de plus en plus présente. Elle sait aussi qu'elle aura 73 ans quand elle terminera. Leur vie en commun, ça sera 10 ans d'Élysée. Ça pèse aussi sur le couple, cette idée de s'être sacrifié, de s'être brûlé dans la politique. C'est un mélange des deux. C'est à la fois effectivement un vrai sacrifice et en même temps, Brigitte Macron sait très bien qu'elle ne pouvait rien faire contre l'envie de son époux de refaire un quinquennat. C'était la logique des choses. Elle était très résignée. Elle disait très bien, s'il choisit d'y aller, il ira. C'est comme ça. Donc elle ne se faisait pas d'illusions. En même temps, c'est un sacrifice, mais être aussi un couple présidentiel qui aura, entre guillemets, régné sur la France pendant 10 ans, c'est pas donné à tout le monde. C'est un couple, c'est presque un trio sans vaudeville, parce qu'il y a un personnage qui est très présent, vous le citiez il y a quelques instants, c'est Sarkozy. Quand je vous vois, cela me donne de l'énergie, dit Emmanuel Macron. C'est vrai ou il le flatte ? Il y a un mélange des deux. D'abord, on l'a constaté, depuis son élection, Emmanuel Macron sait très bien gérer Nicolas Sarkozy. Il lui a accordé beaucoup de signaux d'intérêt, de sympathie même. Et puis, on sait très bien que Nicolas Sarkozy est extrêmement sensible à ça. Mais Emmanuel Macron, il trouve aussi tout son intérêt. D'abord, dès 2017, il a entrepris une opération d'asphyxie de LR. Et il continue avec Sarkozy. Et il continue. Et le fait que Nicolas Sarkozy n'ait jamais eu un mot critique en public, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, l'a beaucoup aidé dans cette opération de dévitalisation des Républicains. Et puis, c'est aussi très utile pour un chef de l'État d'avoir un ancien chef de l'État qui a pu être confronté aux mêmes situations, aux mêmes difficultés, vers qui il peut se tourner pour chercher avis, conseil. Manuel Valls, page 86. Je ne sais pas si Sarkozy a cru qu'il jouait avec Macron, mais c'est tellement le contraire. Vous validez ce diagnostic ? Oui, bien sûr, parce qu'on voit bien qu'au final, Nicolas Sarkozy n'a pas tant d'influence que cela. À la fin, c'est toujours Emmanuel Macron qui choisit ce qu'il fait. Et bien souvent, il a choisi de ne pas suivre ce que préconisait Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, par exemple, je sais que Nicolas Sarkozy dit beaucoup Emmanuel Macron finit par faire ce que je lui dis, mais avec 6 mois de retard. Il y a deux choses qui agacent beaucoup Nicolas Sarkozy dans la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est le fait que Emmanuel Macron procrastine, qu'il mette beaucoup de temps à décider, et 2, qu'il change beaucoup d'avis les moments qui précèdent sa prise de décision finale. Alors il y a ce présent assez encombrant, Nicolas Sarkozy qu'on voit embêté par de longs coups de fil Jean Castex, son ancien collaborateur, alors qu'à Matignon, Jean Castex avait autre chose à faire. Et puis il y a un absent, très présent aussi, c'est Édouard Philippe. Alors, page 90, la scène des papouilles. Investiture d'Emmanuel Macron,
réinvestiture. Édouard Philippe est là. Et en effet, Emmanuel Macron lui prend le bras, le cou, la nuque. Il n'aime pas ça, Édouard Philippe. Vous le dites, il n'est pas tactile. Non, Quel est le sens de cette scène? C'est une question que s'est beaucoup posée Édouard Philippe. C'est une question aussi qu'on s'est beaucoup posée, nous, les observateurs, parce que effectivement, on voit Emmanuel Macron avoir ce comportement extrêmement surprenant qu'il n'a pas réservé à d'autres durant la cérémonie d'investiture. Et on les voit aussi échanger quelques mots. On se dit, ils doivent se dire des choses fortes. Et en fait, pas du tout. Emmanuel Macron dit des banalités à Édouard Philippe. Et celui-ci s'interrogera beaucoup sur le sens des gestes à ce moment-là. C'est quoi, ces deux boxeurs? Oui, c'est deux fauves qui se confrontent. Les mois précédents ont été très compliqués dans leur relation. Il y a une vraie dégradation, une vraie détestation qui a fini par se mettre en place. Emmanuel Macron a soupçonné Édouard Philippe de jouer un double jeu, de se dire si éventuellement il ne pouvait pas se représenter, il tenterait sa chance. Et donc ça a eu beaucoup de conséquences. Emmanuel Macron a essayé vraiment de juguler l'envol d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Ça, Édouard Philippe s'en est rendu compte et ça a laissé beaucoup de traces entre eux. Édouard Philippe est l'obsession d'Emmanuel Macron, oui. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. C'est vrai aussi? Il en parle, Macron, il envoie à permanence des pics ou c'est nous qui nous fantasmons On peut constater que durant la campagne présidentielle et les mois qui ont précédé, il a tout fait pour empêcher Édouard Philippe de prendre ses ailes, vraiment, de prendre son envol. Je le disais, il fait tout pour que Horizon connaisse une naissance la plus discrète possible. Dans la perspective des élections législatives, Emmanuel Macron fait tout pour qu'Édouard Philippe ait le moins de candidats possible. Donc non, vraiment, il y a une méfiance d'Emmanuel Macron. Mais rien n'arrêtera Édouard Philippe. Il construit son terrain. Il peut échouer, mais il ne s'arrêtera pas pour faire plaisir à Macron. Bien sûr que non. D'abord, Édouard Philippe aime aussi beaucoup la castagne. Hein. Il n'a pas peur d'Emmanuel Macron. Et puis, il sait très bien aussi que s'il veut être le candidat en 2027, il y a un moment donné où il devra faire sa rupture avec Emmanuel Macron. Et le fait exactement, et le fait qu'entre eux, les relations humaines soient à ce point froides, l'aidera politiquement à le faire. Alors, en 2027, on est sûr, Emmanuel Macron ne sera pas candidat, mais après. Vous semblez pencher dans le livre pour un Macron qui reste dans la politique. D'autres disent non, il veut le prix Nobel de la paix ou bien diriger Facebook ou une autre GAFA. Non, il ne faut pas oublier qu'en 2027, quand il quittera l'Élysée, Emmanuel Macron aura 49 ans seulement. Plus jeune que Giscard à son départ. Et vous vous rendez compte, et donc tout pourra continuer pour lui. Alors certes, il ne pourra pas se représenter, mais est-ce qu'il n'aura pas envie, en 2032, d'à nouveau tenter sa chance, de réussir ce que personne n'a réussi avant lui? On peut l'imaginer. Et le mieux, c'est peut-être que Le Pen soit élu pour qu'il revienne en 2032. Il n'y a pas cette tentation du pire chez Macron? Je ne pense pas. Il est quand même conscient que si Marine Le Pen était élue, ce serait une tâche sur ses 10 années passées au pouvoir. On dirait que quand même, c'est le fruit de ces 2 mandats. Et pour lui, ce serait quand même quelque chose d'extrêmement lourd à porter. Et Jean-Pierre Raffarin lui explique souvent qu'un mandat réussi, c'est une succession réussie. Ludovic Vigogne, Les 100 jours, c'est chez Bouquin Document. C'est le livre à lire avant l'été pour comprendre la politique actuelle. Merci Christophe.